C'était une nuit froide et pluvieuse au-dessus du palais de Buckingham. Le genre de nuit où les secrets refusaient de rester enfouis derrière ces épais murs anciens. Autrefois symbole de pouvoir et de prestige, un nouveau murmure a commencé à se répandre. Un murmure si choquant que même le personnel du palais n'ose pas en parler à voix haute. Des sources proches de la famille royale affirment que Meghan Markle et le prince Andrew, deux des figures les plus controversées de l'histoire royale récente, se sont rencontrés en secret, à plusieurs reprises, discrètement, loin des caméras et des agendas de la cour. Mais la vraie question est pourquoi? Est-ce de la vengeance? Est-ce que du désespoir? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus calculé? Une alliance dangereuse née de deux personnes qui savent ce que c'est que d'être exilées par la même famille. Pensez-y. Meghan, la duchesse qui a quitté la couronne, et Andrew, le prince qui est tombé en disgrâce. Deux noms qui hantent les tabloïds britanniques depuis des années. Et maintenant, soudain, on les mentionne dans le même souffle. Selon les rapports, ces rencontres n'ont pas eu lieu à Londres, mais à New York. Lors de la brève tournée caritative Aïchi du duc et de la duchesse de Sussex, Andrew a été vu arrivant discrètement, son équipe de sécurité se faisant discrète. L'assistante de Meghan a été aperçue près du même hôtel ce soir-là. Coïncidence? Peut-être, mais dans l'histoire royale, les coïncidences restent rarement des coïncidences très longtemps. Alors, voici la question que je vous pose, et je veux votre opinion honnête. Si cette rumeur s'avère vraie, qui tire réellement les ficelles? Et Meghan utilise-t-elle Andrew comme un pion dans sa guerre silencieuse contre la monarchie? Ou Andrew utilise-t-il l'ambition de Meghan pour se frayer un chemin vers la pertinence royale? Parce que lorsque le scandale rencontre le scandale, une chose est certaine, quelqu'un va se brûler. Pour comprendre ce lien étrange, nous devons revenir au moment où tous les deux, Meghan et Andrew, ont tout perdu. Le prince Andrew n'a pas toujours été le paria royal. Autrefois, il était la fierté de la reine, son fils préféré, un héros de guerre, un prince charmant qui représentait la Grande-Bretagne avec confiance et classe. Pendant des années, il a été sous les feux de la rampe, enveloppé dans le confort du privilège royal. Mais c'était avant que le nom de Jeffrey Epstein ne détruise tout. Lorsque le scandale Epstein a éclaté, ce n'était pas seulement un titre de tabloïd. C'était une bombe qui a explosé en plein milieu du palais de Buckingham. Soudain, les amitiés d'Andrew, ses voyages privés, son style de vie luxueux, tout est passé au microscope. Des photos ont fait surface, des documents ont fuité, et la question que personne ne voulait poser est devenue impossible à ignorer. Que faisait exactement le prince Andrew avec Jeffrey Epstein? La reine, connue pour son sang-froid, aurait eu le cœur brisé en privé. Les aides du palais l'ont décrite comme profondément bouleversée. En 2019, après cette interview désastreuse à la BBC, où Andrew a essayé en vain de se défendre, tout s'est effondré du jour au lendemain. Il a été déchu de ses fonctions royales, de ses parrainages publics, de son honneur. Même ses titres militaires et les symboles même de son identité lui ont été retirés. Et puis, le silence. Il a disparu de la vue du public, se retirant au Royal Lodge, sa maison isolée près de Windsor. Autrefois une résidence animée et remplie d'invités officiels, elle est devenue une prison qu'il s'est construite lui-même. Les habitants disaient qu'on le voyait rarement. Le palais ne mentionnait plus son nom dans les communiqués de presse, et au sein des cercles royaux, il y avait une règle tacite. Ne pas mentionner Andrew. Imaginez-le. Un prince qui se tenait autrefois aux côtés de sa mère lors des cérémonies officielles, errant maintenant seul dans des halls vides. Son téléphone a cessé de sonner, ses amis ont cessé de lui rendre visite, et l'homme qui pensait autrefois qu'il était intouchable a appris ce que signifiait être effacé. Certains disent qu'il passe des heures à se promener seul dans le parc la nuit, en fumant, fixant l'obscurité. D'autres affirment qu'il est obsédé par le fait de prouver son innocence,
rassemblant des lettres et de vieux documents, essayant de réécrire sa propre histoire. Mais aux yeux du public, il est trop tard. Les dégâts sont permanents. Et pourtant, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Alors même que le monde lui tournait le dos, des rumeurs ont commencé à circuler. Andrew, disait-on, contactait certaines personnes, des étrangers, des critiques de la monarchie, ceux qui, comme lui, savaient ce que cela signifiait d'être réduits au silence par la couronne. C'est à cette époque que le nom de Meghan Markle a commencé à apparaître dans les mêmes cercles. Deux exilés royaux, deux scandales différents, un ennemi commun, l'institution qui les a chassés. Et tandis que l'histoire d'Andrew était une histoire de disgrâce, celle de Meghan était une histoire de rébellion. L'un a été dépouillé de tout, l'autre est parti de son propre chef. Mais peut-être qu'au fond, ils se comprenaient d'une manière que personne d'autre dans ce palais ne pouvait comprendre. Lorsque le monde royal s'effondre autour de vous, lorsque les caméras qui vous adoraient autrefois traquent maintenant votre chute, vous commencez à chercher quelqu'un qui sait ce que cela fait, et c'est là que leurs chemins commencent à se croiser. Tranquillement, de façon inattendue, pas à Londres, pas sous le toit royal, mais dans des murmures, dans des messages, dans le genre de réunion que personne n'était censé découvrir. Lorsque le monde royal s'effondre autour de vous, lorsque les caméras qui vous adoraient autrefois traquent maintenant votre chute, vous commencez à chercher quelqu'un qui sait ce que cela fait, et c'est là que leurs chemins commencent à se croiser. Tranquillement, de façon inattendue, pas à Londres, pas sous le toit royal, mais dans des murmures, dans des messages, dans le genre de réunion que personne n'était censé découvrir. Et tandis qu'Andrew se battait pour sa dignité en silence, quelqu'un d'autre de l'autre côté de l'océan faisait face à sa propre forme d'exil. Son nom était Meghan Markle, autrefois célébrée comme la femme qui apporterait un vent de fraîcheur à la monarchie britannique, moderne, indépendante, pleine de chaleur et de confiance. Elle n'est pas née dans la royauté. Elle n'a pas été façonnée par les vieilles traditions, ni gardée par les règles du palais. Elle était différente, et pendant un moment, cette différence était tout ce dont la famille royale avait besoin. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois aux côtés du prince Harry, le monde a regardé avec émerveillement. Une actrice américaine biraciale entrant au palais de Buckingham, où c'était l'histoire en marche. La foule a applaudi. La presse l'a appelée la nouvelle Diana. La monarchie semblait prête à évoluer, mais les contes de fées ont l'habitude de tourner au noir, surtout quand ils sont écrits par les tabloïds britanniques. Les éloges n'ont pas duré longtemps. Les mêmes caméras qu'il adorait autrefois ont commencé à déformer son image. Mot par mot, titre par titre. Elle a été accusée de violer le protocole, de contrôler Harry, d'agir en royal. Chacun de ces mouvements est devenu un motif de guerre médiatique à laquelle elle ne s'est jamais inscrite. Derrière les sourires et les séances de photos, Meghan se brisait lentement. Les initiés du palais ont dit qu'elle se sentait piégée, réduite au silence, isolée. Ses appels à l'aide ont été ignorés. Lorsque Harry et elle ont finalement pris la décision de se retirer de leurs fonctions royales, ce n'était pas de la rébellion. C'était de la survie, mais le monde ne l'a pas vu de cette façon. Pour l'establishment britannique, Meghan avait commis le péché ultime, quitter la couronne. Elle n'était plus la princesse moderne, elle était l'étrangère qui avait osé dire non. Et c'est alors que la punition a commencé. Les finances royales ont été coupées, la sécurité retirée. Le palais a clairement indiqué « Vous êtes seul maintenant ». Imaginez ça. Un jour, vous êtes debout sur le balcon du palais de Buckingham, saluant des millions de personnes. Le lendemain, vous emballez des cartons dans une maison empruntée au Canada, vous demandant à qui vous pouvez encore faire confiance. Toutes les amitiés qu'elle pensait avoir au sein du cercle royal se sont évanouies. La presse britannique l'a qualifiée de manipulatrice, d'égoïste, de dangereuse.
Même les membres de sa famille sont devenus froids. La femme qui représentait autrefois le changement représente maintenant une menace. À Montecito, loin de Londres, Meghan a construit une nouvelle vie. Du moins, c'est ce que le monde a vu. Une grande demeure, des contrats avec Netflix, un podcast, des tapis rouges. Mais derrière ces portes closes, des initiés disent qu'elle était toujours hantée par ce qu'elle avait laissé derrière elle. Vous voyez, il y a quelque chose dans le fait d'être rejeté par une institution aussi puissante. Ça vous change, ça vous endurcit, vous commencez à voir le pouvoir différemment, pas comme quelque chose à servir, mais comme quelque chose à reconquérir. Meghan n'était pas seulement blessée, elle était motivée. Elle a commencé à reconstruire son image, un projet à la fois, en parlant d'injustice, de pouvoir, d'égalité. Et pourtant, quoi qu'elle dise, les titres de journaux continuaient de la ramener à la même vieille histoire. La duchesse rebelle, la disgrâce royale. Mais quelque part au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas la seule à avoir été rejetée. Il y en avait d'autres, des membres de la famille royale, qui étaient tombés, qui avaient été effacés, tout comme elle. Et un nom en particulier revenait sans cesse dans les murmures. Le prince Andrew. 2 parias, 2 scandales, séparés par les continents, unis par le silence. Pour Meghan, ce n'était pas un ami, pas encore. Mais il lui rappelait que dans le monde royal, il n'y a que 2 sortes de personnes, ceux qui protègent l'institution et ceux qu'elle détruit. Et peut-être, juste peut-être, ceux qui ont été détruits ont plus en commun que quiconque n'ose l'admettre. Vous savez, pendant des siècles, la famille royale britannique a bâti son image sur une seule chose, l'honneur. Ce mot portait le poids d'un empire. Il a justifié des guerres, réduit au silence des scandales et façonné le destin de chaque membre de la famille royale qui a porté la couronne. Mais aujourd'hui, ce même honneur ressemble moins à une vertu qu'à une malédiction. Parce que derrière ces murs du palais, l'honneur ne concerne plus la vérité. Il s'agit de survie, il s'agit d'apparence, et parfois, il est protégé à un coût que personne n'ose admettre, le coût du sang, de la loyauté et de l'amour. Regardez en arrière. Chaque fois que la monarchie a tremblé, quelqu'un a dû payer pour la maintenir debout. Diana, la femme qui a donné 2 héritiers à la couronne, a été mise de côté lorsque sa vérité est devenue gênante. Sa mort, enveloppée de mystère, est devenue le bouclier qui a sauvé la réputation royale. Et lorsque le monde l'a pleuré, le palais est resté silencieux parce que le silence, pour eux, était de la dignité. Puis sont venus Meghan et Harry, 2 personnes qui pensaient que l'amour pouvait vaincre le système. Mais ils ont vite appris que personne ne quitte l'entreprise sans en payer le prix. Leur exil n'était pas seulement physique, il était émotionnel. Ils ont perdu leur famille, leur statut et leur confiance. Tout cela au nom de la préservation de l'image de la couronne. Et maintenant, alors que le roi Charles est confronté à ses propres comptes à rendre, que sa santé décline et que sa famille se fracture, ce mot « honneur » résonne à travers Buckingham comme un fantôme. Que signifie-t-il même encore pour un homme qui a passé sa vie tiraillé entre le devoir et le désir? Pour une femme comme Camilla, qui était autrefois la méchante de la nation et qui est maintenant sa reine. La vérité, c'est que cette famille a passé des décennies à troquer l'amour contre l'héritage. Ils ont enterré la douleur sous des diamants et le chagrin sous des protocoles royaux. Mais peu importe leurs efforts pour le cacher, les fissures apparaissent parce que l'honneur ne peut pas effacer la trahison. Il ne peut pas faire taire la culpabilité, et il ne peut pas ramener ceux qu'ils ont perdus en cours de route. C'est peut-être ça la vraie tragédie de la couronne. Pas les scandales, pas les affaires, pas les conspirations murmurées, mais la vérité silencieuse et solitaire que chaque membre de la famille royale doit affronter. Que l'honneur dans ce monde ne vous rend pas noble. Il fait de vous un prisonnier.
Et alors que la famille royale se tient au bord d'une nouvelle ère, hantée par les fantômes de Diana, accablée par les secrets de Charles et mise à l'épreuve par la prochaine génération, une question demeure. Lorsque la couronne s'effondrera finalement, lorsque les gens cesseront de croire aux contes de fées, que restera-t-il de ce soi-disant honneur? Parce que si l'honneur signifie perdre son âme pour protéger son nom, alors peut-être, juste peut-être, ça n'en valait pas la peine dès le départ. Vous voyez, dans la famille royale, rien ne reste caché longtemps. Les secrets ont une façon de se faufiler à travers les murs, murmurés d'un serviteur à l'autre jusqu'à ce qu'ils atteignent le cœur même du palais. Et cette fois, le secret était explosif. En quelques jours, le roi Charles avait été informé. On a dit qu'il était dans son bureau privé à Clarence House lorsque la nouvelle lui est parvenue. Quelques mots brefs. Meghan Markle avait été en contact avec le prince Andrew. Cela a suffi à faire que l'expression du roi devienne froide. Il a posé sa plume, a enlevé ses lunettes et s'est juste assis là en silence pendant un moment. Puis, tranquillement mais vivement, il a dit à son aide « Elle joue à un jeu qu'elle ne comprend pas. » Des gens proches du roi ont dit qu'il se sentait trahi, manipulé. Pour lui, le lien de Meghan avec Andrew n'était pas seulement inapproprié, il était dangereux. Andrew était déjà le point faible de la famille, et Charles avait passé des années à essayer de cicatriser cette blessure. La dernière chose dont il avait besoin était que Meghan creuse dedans. En privé, Charles aurait dit à ses conseillers « Elle l'utilise, elle veut ramener cette famille dans la boue. » Le palais est devenu tendu. Des appels ont été passés, des réunions ont été annulées. Et quelque part de l'autre côté de l'océan, on a dit à Harry que son père était furieux. C'est alors que le prince William est intervenu. Il a appelé son frère en lui disant « Harry, tu dois te réveiller, tu te fais entraîner dans son jeu. » Les frères ne s'étaient pas beaucoup parlé depuis que Harry était parti pour la Californie. Mais cet appel n'était pas une réconciliation. C'était un avertissement. William était convaincu que la nouvelle alliance de Meghan avec Andrew pourrait détruire toute paix fragile qui restait entre les deux côtés de la famille. Pendant ce temps, les tabloïds britanniques ont eu vent des murmures. Une alliance secrète se forme dans les ombres royales. Un titre disait « Markle et Andrew, le partenariat le plus improbable de l'histoire royale ». Les commentateurs ont commencé à se demander ce qu'ils pouvaient bien avoir en commun. Mais pour ceux qui avaient observé attentivement, la réponse était évidente. Tous deux avaient été rejetés, tous deux désespérés d'être revus, tous deux prêts à défier l'institution même qui leur avait tourné le dos. Au palais de Buckingham, l'ambiance était glaciale. Charles y voyait une menace directe pour l'image de la monarchie. Camilla, bien qu'extérieurement calme, aurait dit à un ami « Cette femme sait exactement où frapper. » Certains aides ont même suggéré que le roi envisage de prendre des mesures légales pour empêcher toute ingérence supplémentaire. D'autres ont conseillé le silence. Après tout, réagir publiquement ne ferait qu'attiser les flammes. Mais le silence ne signifiait pas le pardon. La confiance du roi en Harry a encore baissé. Chaque conversation, chaque déclaration était désormais empreinte de suspicion. Pour Charles, il ne s'agissait plus seulement de Meghan. Il s'agissait de contrôle, d'héritage et de la peur que la monarchie ne lui échappe à nouveau. Et à travers tout cela, Meghan s'est restée silencieuse. Elle n'a fait aucun commentaire, aucun démenti, aucune défense. Certains ont dit que c'était une stratégie. D'autres ont dit que c'était de la défiance. Mais des initiés ont révélé quelque chose de différent. Elle a vu cette indignation comme une preuve de son pouvoir. Chaque fois qu'ils essaient de me faire taire, aurait-elle dit à un ami proche. Ils rappellent au monde que je compte encore. Qu'il s'agisse de courage ou de calcul, personne ne le savait avec certitude. Mais une chose était claire. Meghan ne reculait pas.
Elle avait appris à transformer le scandale en projecteur. Et cette fois, elle n'était pas sur le point de reculer. Parce que pour elle, la colère du palais n'était pas une menace, c'était une opportunité. Et peut-être, juste peut-être, c'était sa façon de leur dire à tous « Je n'ai plus peur de vous ». Parfois, deux personnes ne se trouvent pas par amour, mais par besoin. C'est exactement ainsi que les initiés décrivent ce qui a commencé à se dérouler entre Meghan Markle et le prince Andrew dans les mois qui ont suivi la découverte du palais. La tension, le scandale, le silence, tout semblait les rapprocher. Mais voici la vraie question que tout le monde murmure. Était-ce de la sympathie ou une stratégie? Au début, la connexion semblait presque innocente. Meghan aurait contacté un contact mutuel, un ami qui avait autrefois travaillé avec Andrew dans un organisme de bienfaisance des années avant qu'il ne s'effondre. Selon un initié, elle voulait comprendre ce que cela faisait d'être complètement exilée par la famille royale. Andrew n'a pas hésité à répondre. Et dès ce premier échange, le ton a été donné. Meghan, vive, connaissant les médias, maîtrisant la perception du public. Andrew, blessé, désespéré, cherchant la rédemption. Deux personnes des côtés opposés de l'Atlantique, toutes deux regardant leurs ponts royaux brûler. Ce qui les unissait, ce n'était pas l'affection, c'était la survie. Des gens proches d'Andrew ont dit qu'ils croyaient vraiment que Meghan pouvait l'aider à reconstruire son image, en particulier en Amérique, où l'opinion publique pourrait être plus douce que la brutale presse britannique. Meghan, quant à elle, était censée chercher autre chose. De l'information, du genre que seul un prince déshonoré oserait partager. On peut presque l'imaginer. Des appels silencieux la nuit, tous deux prudents dans leurs propos. Meghan offrant des conseils sur le récit et la réputation. Andrew se remémorant la vie au palais, laissant parfois échapper un détail ou deux qui n'étaient pas destinés aux étrangers. Ce n'était pas romantique, c'était transactionnel. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, a déclaré un collaborateur royal qui a parlé en privé, et lui aussi. Andrew pensait gagner un allié. Meghan pensait gagner un levier. La presse a commencé à relever d'étranges indices, des schémas subtils dans leurs apparitions publiques. Au moment où Meghan a parlé de pardon dans une interview, le camp d'Andrew a commencé à diffuser des histoires sur son côté humain. Coïncidence ou effort coordonné pour humaniser les deux membres les plus vilipendés de la famille royale. Même les initiés du palais ne savaient pas quoi penser. L'un d'eux l'a décrit comme une amitié dangereuse, construite sur une douleur partagée, mais vouée à s'effondrer une fois que l'un d'eux aurait obtenu ce qu'il voulait. Et c'est peut-être exactement ce qui a rendu cette alliance si fascinante. Elle brouillait les frontières entre l'empathie et l'exploitation. Andrew, dépouillé de toutes ses fonctions officielles, s'accrochait à toute chance d'être perçu comme plus que le scandale qui l'avait détruit. Meghan, toujours stratège, comprenait que dans le jeu de la réputation, l'information est une monnaie, et Andrew en avait beaucoup. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont échangé des faveurs dont on n'a jamais parlé ouvertement. Mais des rumeurs disent que Meghan a promis de mettre les gens d'Andrew en contact avec des consultants en relations publiques à Los Angeles, des professionnels qui savaient comment redorer l'image d'une figure déchue. Dans le même temps, Andrew aurait partagé des histoires sur les discussions internes du palais, en particulier sur la façon dont Charles et William prévoyaient de gérer l'image publique de Harry. Pour Meghan, ce genre de connaissances était inestimable. C'était un partenariat de nécessité, une danse entre deux parias, chacun essayant de déjouer la monarchie qui leur avait tourné le dos. Et pourtant, même parmi leurs détracteurs, il y avait un étrange sentiment de compréhension. Après tout, qui d'autre pourrait vraiment saisir ce que cela signifie d'être humilié devant le monde? Mais, comme l'a dit un observateur de la royauté, quand on construit une alliance sur la douleur mutuelle, ça ne dure pas. Tôt ou tard, quelqu'un décide que sa douleur compte plus. C'est peut-être pourquoi des sources du palais
on décrit un froid tranquille entre eux plus tard cette année-là. Moins d'appels, moins de messages. La soi-disant compréhension qui les avait autrefois réunis commençait à se fissurer, et à mesure que ces fissures s'approfondissaient, la frontière entre alliés et adversaires commençait à s'estomper. Mais le vrai rebondissement n'est pas que leur connexion se soit estompée. C'est pourquoi cela s'est produit. Parce que ce qui a suivi n'a pas seulement menacé leur fragile alliance. Il menaçait d'entraîner la monarchie dans un nouveau scandale de grande ampleur. Cela a commencé par des murmures, juste une autre rumeur, pensaient les gens. Mais cette fois, ce n'était pas une invention de tabloïd. Cela venait du plus profond des murs du palais. Un membre du personnel, quelqu'un qui avait travaillé d'assez près avec l'équipe de communication royale, a été accusé d'avoir fait l'impensable, d'avoir secrètement enregistré l'un des appels privés de Meghan avec le prince Andrew. Selon un initié, l'enregistrement a capturé des mots qui pourraient ruiner des réputations à jamais. Dans cet appel présumé, Meghan et Andrew ont parlé de fonds cachés et de la protection discrète de la reine pour son plus jeune fils. Personne ne sait exactement ce que cela signifiait, si cela faisait référence aux finances d'Andrew ou à quelque chose de plus personnel. Mais pour le palais de Buckingham, même l'allusion à ces mots a suffi à déclencher la panique. En quelques heures, le palais est passé en mode confinement. Les téléphones ont été confisqués, les ordinateurs portables vérifiés, les messages internes effacés. Le bureau de presse a publié une courte déclaration froide qualifiant l'histoire de complètement fabriquée. Mais en privé, des aides supérieures se démènent. Le personnel était au centre de la tempête, parti comme ça. Pas d'adieu, pas de préavis. Un jour ils étaient là, le lendemain, leur nom était effacé de la liste du palais. Lorsque les journalistes ont essayé de les contacter, personne n'a répondu. C'était comme si cette personne avait simplement disparu. Et quant à Meghan, elle s'est tue. Pas de publications Instagram, pas de nouvelles interviews, pas d'apparitions publiques pendant des semaines. C'était inhabituel, surtout pour quelqu'un qui avait construit toute son identité royale haute sur le fait de s'exprimer. Son silence était fort, délibéré, calculé. Le prince Andrew, quant à lui, s'est encore plus retiré. Il a cessé d'assister aux réunions familiales privées. Les voisins ont dit que le Royal Lodge avait l'air désert. Les patrouilles de sécurité ont doublé, mais Andrew lui-même était rarement vu. Certains pensaient qu'il se cachait de la presse. D'autres murmuraient que le palais lui avait dit de disparaître jusqu'à ce que la tension retombe. Les médias britanniques se sont emballés. Chaque journal avait une théorie. Certains ont affirmé que Meghan avait prévu la fuite pour dénoncer la corruption. D'autres ont dit qu'Andrew avait été piégé pour le faire taire sur ce qu'il savait. Mais une ligne est apparue encore et encore dans les titres. Que cherche-t-il à cacher? Pour le public, c'était comme un déjà-vu. Un autre scandale royal enterré sous des couches de déni. Mais pour les initiés, c'était plus dangereux que tout ce qui s'était passé auparavant. Parce que si cet enregistrement existait vraiment, il pourrait prouver que les plus grands ennemis de la monarchie faisaient autrefois partie de la famille elle-même. Personne n'a jamais entendu la cassette présumée, elle n'a jamais fait surface, mais tout le monde savait que quelque chose de réel s'était passé derrière ces portes du palais. Quelque chose d'assez puissant pour faire taire même Meghan Markle. Et quand le silence tombe dans la famille royale, ce n'est jamais la paix. C'est un avertissement. Comme l'a dit un initié du palais, les murs sont peut-être vieux, mais ils ont encore des oreilles, et quelqu'un quelque part en a trop entendu. Et c'est alors que le palais de Buckingham a réalisé. Tous les secrets ne peuvent pas être enterrés. Certains, peu importe la profondeur à laquelle vous les cachez, finissent par ramper à la surface, exigeant d'être entendus, et ainsi, une fois de plus, ils ont tous deux disparu des projecteurs.
mais ce qu'ils ont laissé derrière eux continue de tenir la famille royale éveillée la nuit. Quand on regarde en arrière, Meghan et Andrew ont tous deux perdu tout ce qui les définissait autrefois. Leur titre, leur place, leur honneur. Mais c'est peut-être exactement pourquoi ils se sont trouvés. Parce qu'ils savent tous les deux ce que cela fait d'être rejetés par la couronne. Dans un monde où tout est mesuré par des titres et des médailles, par des lignées et des symboles, être dépouillé de ces choses peut soit vous détruire, soit vous libérer. Et parfois, perdre l'honneur aux yeux du palais est le seul moyen de trouver la vérité en vous-même. Vous voyez, dans ce royaume, l'honneur a toujours été la monnaie de la survie. C'est ainsi que le pouvoir est conservé et que la honte est enterrée. Mais si vous regardez d'assez près, vous vous rendrez compte que les personnes qui l'ont perdu sont souvent celles qui portent les vérités les plus lourdes. Parce que derrière l'or et les couronnes, l'honneur ne concerne pas vraiment ce que le monde voit. Il s'agit de ce que vous êtes prêt à vivre lorsque les lumières s'éteignent. La famille royale était autrefois fière de son honneur, mais aujourd'hui cet honneur est gardé par le silence et par la perte de leur propre sang. La question est donc de savoir si vous croyez que Meghan et Andrew ne sont que deux âmes perdues, ou s'ils sont les pièces finales du dernier grand jeu que les rôles jouent contre eux-mêmes.